Tu veux jouer l'ouverture italienne de manière très agressive, sans oublier tous les coups? Eh bien, dans cette vidéo, on va apprendre 5 concepts essentiels et un plan d'attaque puissant qui vont nous aider à jouer cette ouverture beaucoup plus facilement. Laisse-moi tout expliquer, pas à pas. Dans cette position, les noirs ont 2 coups principaux, développer le fou en 5 ou jouer le cavalier en F6. Peu importe l'ordre, ce qu'il faut retenir, c'est que quand le cavalier attaque le pion, on le défend avec D3. Et quand le fou va en C5, on répond avec C3. Dans les 2 cas, on arrive à la même position. Maintenant, pour bien comprendre les coups qui vont suivre, il faut d'abord saisir le premier concept, qui correspond à une erreur très typique dans beaucoup de parties, ouvrir le centre alors que le roi est encore au centre. Par exemple, il est très courant que les noirs jouent ici D5. Il faut comprendre que quand le centre s'ouvre, le jeu devient rapide, et cela avantage le camp qui est mieux développé. Les blancs ont un temps d'avance et peuvent jouer un coup très fort, dame B3. Cela menace 2 fois le cavalier en D5 qui ne peut pas bouger à cause de la capture sur F7. Si seulement le roi noir était déjà roqué, cela ne poserait aucun problème. Et si, pour défendre la pièce en D5, les noirs développent le fou en E6, alors cela permet à la dame de prendre en B7. Maintenant, elle menace le cavalier en C6 qui ne peut pas être défendu par la dame, car celle-ci est occupée à défendre la tour en A8. Et le cavalier ne peut pas non plus être défendu par le fou, car celui-ci est occupé à défendre l'autre cavalier en D5. Et si le cavalier menacé bouge, par exemple en E7 ou en A5, le roi reste exposé et le fou devient sans défense. Les blancs gagnent une pièce immédiatement avec dame B5 échec grâce à une attaque double. C'est pour cette raison, et si on revient à la position initiale, que jouer D5 alors que le roi est encore au centre est trop prématuré. D'ailleurs, j'ai une vidéo où j'explique ce concept en profondeur si jamais tu veux aller plus loin. Donc, ce qui est recommandé, et aussi le plus courant, c'est de jouer D6, ce qui mène à une position clé avec un centre semi-fermé. Comprendre quel type de centre on joue est très important pour bien jouer les ouvertures, car, entre autres choses, cela nous indique quel genre de plan peut-on mettre en place. Dans un centre semi-fermé, par sa nature, le développement des pièces est plus lent. C'est pourquoi, dans cette position, il est très courant de rejouer le fou, déjà développé, et le ramener en B3, un petit coup subtil, prophylactique et d'attente. Mais qu'attendent les blancs exactement? Eh bien, on va le comprendre un peu plus tard. Pour le moment, le coup précédent, C3, est très important. Il a plusieurs vertus. Il offre un abri sûr au fou en C2 pour qu'il ne soit pas capturé, et en même temps, il empêche complètement le cavalier adverse de sauter en D4. Arrivé à ce point, donc, quel était le plan de jeu des blancs? Eh bien, il y a plusieurs façons de jouer cette position. Mais pour cette vidéo, j'ai choisi un plan d'attaque agressif que j'ai enseigné à de nombreux élèves et qui a donné d'excellents résultats. Et j'espère que toi aussi tu pourras en profiter. Voici le plan. On commence avec le coup H3, puis on place la dame en E2. On parlera plus tard de la raison derrière ces 2 coups. Ensuite, on amène le cavalier en D2, puis en F1. Après cela, on joue G4, suivi de cavalier G3, et finalement, le roi roque du côté dame. Quelque chose comme ça, en gros. Apprendre le plan de jeu est bien plus important que mémoriser des coups isolés. Revenons maintenant à la position principale. Avec un centre semi-fermé, les coups sur les flancs prennent beaucoup plus de valeur et le roi peut rester au centre plus longtemps sans être en danger. Ce plan est joué à tous les niveaux et il a été utilisé avec succès par des champions du monde, de Steinitz à Kasparov. Et Carlsen alors? Eh bien, Magnus joue l'italienne avec un petit roc, ce qui est aussi un sujet qu'on abordera, mais dans d'autres vidéos. Dans celle-ci, le thème, c'est le grand roc. Maintenant que l'on sait quel est le plan qu'on veut mettre en place, il devient infiniment plus facile de comprendre ce qui suit, le clouage prématuré. Si tu joues cette structure de pion, il est très courant que ton adversaire, à un moment donné, joue le fou G4. Et c'est la principale erreur stratégique dans ces positions, car cela accélère le plan qu'on veut réaliser. On répond immédiatement par H3. Et si le fou prend le cavalier, on obtient la paire de fous sans aucune compensation pour les noirs. Comment jouer avec ce type d'avantage? On pourra en parler dans d'autres vidéos.
Pour le moment, dans celle-ci, si le fou est venu ici, c'est parce que les noirs pensent que le clouage est très fort et donc le fou va se replier en H5. Le jeu continue avec cavalier D2 et maintenant les noirs devraient au moins retarder le roc ou bien roquer du côté dame. Mais beaucoup de joueurs ont tendance à roquer rapidement du côté roi ou l'ont déjà fait. Maintenant, le plan continue comme on l'a expliqué tout à l'heure. On développe la dame en E2 et après à 6, le cavalier, et alors que le roi est encore en E1, passe en F1. Et après le prochain coup des noirs, le plan continue avec G4. Remarquons que ces deux derniers coups ont été joués en gagnant du temps sur le fou, qui doit maintenant se replier en G6. À ce moment-là, la première partie du plan se termine avec cavalier G3. Si on atteint cette position, on peut être sûr de mettre une grosse pression sur le roi adverse. Maintenant, comment l'attaque peut-elle continuer à partir de là? Eh bien, voyons rapidement un extrait d'une partie de Kasparov jouée lors d'une simultanée pour voir comment il exécute ce plan. C'est la même position et c'est au noir de jouer. Il décide de replier le cavalier en E7 et maintenant il faut amener un cavalier sur la case clé F5. Cela pourrait être celui en G3, mais Kasparov choisit d'amener celui en F3. Après le coup suivant des noirs, le cavalier s'installe très solidement dans cette position, ce qui va exercer une énorme pression sur le roc noir. Et si jamais le cavalier est capturé, on reprend avec le pion G, ce qui ouvre immédiatement la colonne qu'on peut occuper tout de suite pour lancer l'attaque. Personnellement, je n'aimerais pas du tout être à la place du joueur avec les pièces noires qui, sous la pression, décide de reculer le roi jusqu'au coin. Si le roi blanc a besoin de roquer, il peut tout simplement développer le fou et roquer du côté dame sans aucun problème. Mais Kasparov n'en a même pas eu besoin. Il a continué avec cavalier H5. Après l'échange de cavalier, la dame reprend et les noirs sont complètement perdus. La case F7 est attaquée 2 fois, mais surtout, la menace principale, c'est le sacrifice mortel du fou en H6. Les noirs n'ont pas su faire face au plan d'attaque des blancs dans l'ouverture et ils ont dû abandonner quelques coups plus tard. C'est donc pour cette raison, et si on remonte quelques coups en arrière, que le coup fou en G4 n'apporte absolument rien à la position des noirs et ne fait qu'accélérer le plan d'attaque adverse. Mais les échecs sont un jeu totalement injuste. Ce qui est très mauvais pour les noirs peut parfois être excellent pour les blancs. Par exemple, replaçons le fou à sa position d'origine. Et au lieu de cela, supposons que les noirs choisissent la variante principale en jouant A6. Après cela, on continue comme on l'a vu plus tôt avec H3. On sait déjà que ce n'est pas pour empêcher fou en G4, mais plutôt pour éviter un éventuel cavalier en G4, qui attaquerait 2 fois la case F2. Cela prépare également l'expansion sur l'aile roi, et c'est aussi un autre petit coup subtil d'attente. À ce stade, les noirs ont plusieurs options, mais on va suivre la ligne principale qui est de replier le fou en A7. Ensuite vient dame en E2. Elle prépare le grand roc, surprotège la case E4. On verra plus tard pourquoi c'est important. Et c'est aussi un autre coup d'attente. Mais alors, qu'est-ce que les blancs attendent exactement? Eh bien, les blancs attendent de voir si les noirs vont roquer. Car si c'est le cas, alors fou en G5 devient un coup très fort en établissant un clouage extrêmement inconfortable. Contrairement à ce qu'on a vu précédemment, avec les couleurs inversées, si le roi est déjà roqué et que l'autre cavalier ne peut pas aller en D7 pour aider à défendre, parce qu'il a déjà été développé en C6 et que le fou est trop éloigné pour revenir, alors toutes les conditions sont réunies pour que ce clouage soit vraiment puissant, car il n'y a pas de moyen simple d'en sortir. Les noirs peuvent jouer H6, mais bien sûr, le fou se replie en H4, maintenant ainsi la pression. On ne sait pas à quel moment les noirs décideront de jouer G5, mais quand ils le feront, comme le roi est déjà roqué, on peut continuer avec le sacrifice typique. Cavalier prend G5. Après les échanges, on a sacrifié une pièce contre les 2 pions clés qui protégeaient le roi, et en plus, la puissance du clouage est restaurée. Et il n'y a pas de solution simple pour s'en sortir. Par exemple, après roi G7, on continue avec dame F3, augmentant encore la pression. Peu importe ce que disent dans les modules d'analyse, du point de vue humain, c'est une position très difficile pour les noirs. Alors, comment peut-on continuer l'attaque à partir d'ici?
Eh bien, ne manque pas la prochaine vidéo de la chaîne car on va analyser une partie modèle spectaculaire autour de ce sacrifice thématique pour apprendre toutes les subtilités de cette attaque. Mais pour l'instant, revenons un coup en arrière avant le sacrifice de la pièce. Imaginons que, pour une raison ou une autre, peu importe laquelle, on ne veuille pas sacrifier le cavalier. Eh bien, aucun problème. On retire simplement le fou en G3. Et comme le camp noir s'est déjà affaibli et que le roi blanc va roquer du côté dame, on attend simplement le bon moment pour casser avec H4, ce qui t'assurera également de très bonnes chances d'attaque. Alors, revenons quelques coups en arrière. Comme ce clouage pose beaucoup de problèmes au roi déjà roqué, les noirs, dans de nombreux cas, préfèrent de commencer par H6 pour l'éviter. Mais cela aussi peut se transformer en cauchemar pour les noirs s'ils ne savent pas comment jouer correctement. Par exemple, après H6, on continue avec le plan initial en développant le cavalier D2. Le mieux pour les noirs maintenant serait de retarder aussi leur roc, voire même d'envisager un grand roc. Mais, comme on l'a déjà dit, beaucoup de joueurs roquent immédiatement, et maintenant l'attaque est encore plus violente car leur roc est affaibli. Pour l'instant, le cavalier blanc se déplace en F1. Et comme le roi noir est déjà sorti du centre alors que le roi blanc y reste encore, la meilleure réponse est sans aucun doute une réaction centrale, D5. Maintenant, c'est le camp blanc qui est sous-développé, donc il doit garder le centre aussi fermé que possible. Et c'est précisément pour cela que les blancs avaient auparavant replié le fou en B3 et placé la dame en E2. Ce dernier coup ne sert pas seulement à préparer le grand roc, mais aussi à éviter un éventuel échange de dames et en plus à surprotéger le pion E4, ce qui permet au centre de rester solide. Et si le centre tient, alors on peut poursuivre avec le plan d'attaque agressif sur l'aile roi avec G4, qui, selon la collection de parties de Chessbase, présente un pourcentage de réussite très élevé. Après cela, les noirs essaient d'ouvrir un maximum la position en échangeant sur E4. À ce moment précis, on va s'arrêter un instant pour bien comprendre le concept clé de cette position. Ce qu'il faut surtout souligner, c'est que les noirs ont joué H6, et donc leur roc est affaibli, avec un point de rupture évident en G5. À un certain moment, maintenant ou un peu plus tard, ce pion va avancer et briser la structure du roc noir. Après les échanges, la colonne G s'ouvre, avec un grand danger pour le roi noir comme on l'a déjà vu dans la partie précédente de Kasparov. J'ai enseigné cela à de nombreux élèves et chaque fois je reçois la même question. Qu'est-ce qu'on fait avec le roi blanc puisqu'on ne peut pas roquer du côté dame? Eh bien la réponse est très simple. On place un fou en D2 et au coup suivant on roque. Par exemple, laisse-moi te montrer un petit extrait d'une partie de laquelle j'ai moi-même appris tout ça. C'est au tour des noirs qui ont replié leur cavalier en H7 justement pour tenter d'empêcher ce fameux avancement. Maintenant, selon ce qu'on a appris, le plan continue normalement avec cavalier G3, mais dans ce cas précis, les blancs ont choisi cavalier E3. L'idée est très similaire, sauf que depuis cette case, le cavalier contrôle en plus D5 et C4. Les noirs ont répondu en proposant l'échange des fous, mais cela a été refusé par le repli du fou en C2. Pour continuer à éviter G5 à tout prix, les noirs ont enchaîné avec F6, après quoi Tiviakov a joué fou en D2 pour ensuite roquer au coup suivant, consolidant ainsi la position de son roi. Un peu plus tard, il a avancé avec H4 et G5, brisant le roc adverse et gagnant grâce à une attaque féroce. N'oublie pas que dans les prochaines vidéos, on va analyser des parties thématiques basées sur tout ce plan pour apprendre encore plus de subtilité. J'espère que cette attaque te rapportera beaucoup de victoires et que tu as apprécié cette façon d'apprendre les ouvertures. On se retrouve dans la prochaine vidéo.